Bonjour à tous, bonjour à Jira et bienvenue dans cette nouvelle pause européenne. Au sommaire de cette nouvelle émission, un nouveau président pro-européen en Finlande, la Banque centrale européenne qui redouble la souplesse et des États membres pressés de mettre en place la taxe sur les transactions financières. Mais tout d'abord, du côté de la Maison de l'Europe, que se passe-t-il à Jira? Eh bien, Amalia, cette semaine, ne l'oublions pas, aura lieu le 16 février prochain, la soirée Estonie. Nous avons rencontré l'attachée culturelle à l'ambassade de l'Estonie à Paris, Kersti Kirs, qui nous parle de la spécificité culturelle estonienne. Estonie, c'est d'abord un pays musical. En fait, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire ont entendu parler de la révolution chantante, de peut-être notre patrimoine de musique chorale, des grands compositeurs, etc., les grands festivals de chant. Et ça, c'est le point commun qu'on a avec les autres pays baltes, avec la Lettonie et la Lituanie. La tradition des festivals de chant choral qui sont maintenant aussi reconnus par l'UNESCO, ça fait partie du patrimoine immatériel, la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et il est vrai que cette culture chorale, on cultive à partir de tout premier âge. En fait, dans les écoles, il y a tout enfant fait partie d'une chorale. Et l'Estonie a aussi une culture contemporaine, en fait, c'est-à-dire que justement, cela fait à peine 20 ans qu'on est indépendant, de nouveau, et le fait d'être un petit peu enfermé, ne pas pouvoir avoir des échanges avec le monde extérieur, etc., pour justement étudier à l'étranger, etc. Les gens, maintenant la nouvelle génération, s'intéressent beaucoup à un monde très contemporain. Donc en Estonie, il y a effectivement une base patrimoniale. On aime bien nos traditions folkloriques aussi. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la danse folklorique et c'est pas du tout ringard. Et voilà, on a aussi ces grands festivals de danse folklorique. On porte nos costumes traditionnels avec fierté. Mais il y a aussi cette partie très très contemporaine. Il y a aussi une demande. Aussi, on a toute une jeune génération de jeunes architectes qui ont réalisé des bâtiments extrêmement modernes au bord de la vieille ville de Tallinn, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle nous parle également de ce que peuvent apporter les Estoniens dans la construction de la citoyenneté européenne. En tant qu'Estoniens, on a l'obligation de préserver la culture, l'obligation de protéger la langue. C'est même marqué dans la constitution estonienne que le souci de l'État estonien est préserver la langue et la culture estonienne. Dans chaque acte quotidien, je pense que les Estoniens pensent très fortement à leurs racines et ce qui aide à être bien fort debout. Enfin, notre position, je pense que ça a toujours été respecter l'autre. Respecter l'autre avec ses différences, avec coopération ou collaboration ou cohabitation, que ça se passe dans la paix et dans le respect de l'autre. On est citoyen européen parce qu'on fait partie de cet espace culturel avec des mêmes valeurs qui sont basées sur le respect de l'autre. L'Europe. Pour en revenir à l'actualité européenne, Angela, nous avons un nouveau président pro-européen parmi les États membres. Oui, c'est le candidat conservateur et pro-européen Sauli Niinisto, qui a été élu président de la Finlande dimanche 5 février, donc selon les résultats du second tour. Son adversaire, l'écologiste libéral, tous deux se sont affichés comme des pro-européens pendant cette campagne pour la présidence, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'ancien ministre des Finances, âgé de 63 ans, était le favori de toute façon des sondages. Il recueille donc 62,7% des voix contre 37,1% à son adversaire. La présidence de la Finlande est une institution au pouvoir limité. En effet, les prérogatives ont été progressivement restreintes, notamment dans le domaine de l'Union, transférées l'an dernier au Premier ministre. Même si ces prérogatives sont restreintes, nous sommes toujours heureux à Jira d'accueillir un nouveau pro-européen. Autre actualité importante, la Banque centrale européenne poursuit ses efforts d'assouplissement pour résoudre
la crise. Et oui, Amalia, la BCE assouplit encore ses conditions de crédit aux banques. Elle a décidé d'élargir dans 7 pays la gamme de garanties qu'elle exige des banques en échange de crédits qu'elle leur accorde. C'est ce qui a été annoncé donc jeudi par le président Mario Draghi, témoignant de la volonté de la BCE de tout faire pour favoriser le financement en zone euro. Le détail sera publié par chacune des banques centrales concernées. La BCE assouplit ainsi encore un peu plus ses conditions d'octroi du crédit dans le cadre de ces mesures non conventionnelles. Donc il y a une batterie de mesures visant à stabiliser le système financier de la zone euro en crise et à assurer le financement de l'économie. Et toujours pour résoudre la crise, les États membres veulent accélérer les travaux sur le projet de taxation des transactions financières. Oui, 9 pays motivés de l'Union européenne ont demandé à la présidence danoise d'accélérer les travaux. Donc, ce qui a été annoncé mardi 7 février par le ministre de l'économie français François Baroin. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce et le Portugal expriment leur volonté commune d'aboutir rapidement à cette taxe. Précisons quand même, Angela, qu'en cas de blocage au niveau de l'Union européenne, ils pourraient adopter leur propre dispositif dans le cadre d'une coopération renforcée, autorisée par les traités européens à condition qu'elle réunisse au moins 9 États. Donc, vous l'aurez compris, c'est le cas, puisqu'il y a 9 pays très motivés. Et la lettre adressée à l'Union fait valoir qu'une taxe sur les transactions financières fait l'objet de l'opposition de plusieurs autres pays européens, et notamment du Royaume-Uni en particulier. Donc, cette taxe est nécessaire, en tout cas c'est ce qui est estimé, elle est nécessaire au niveau communautaire, à la fois pour assurer une juste contribution du secteur financier au coût de la crise financière, mais aussi pour améliorer la régulation des marchés financiers. Les 9 responsables apportent leur plein soutien au projet de la directive européenne et invitent la présidence danoise à accélérer les travaux du Conseil afin d'achever une première lecture du projet de directive dès le premier semestre 2012. Donc en France, cette taxe devrait rapporter 1 milliard d'euros par an. Yo creo que la lucha que él llevó. J'avais la confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Et le point de vue de cette semaine porte sur les médias et l'Europe. Nous avons donc interviewé Maria Santos Sainz, directrice de l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Elle nous parle de cette école. Le journalisme Bordeaux-Aquitaine, c'est une des 13 écoles reconnues en France par la Convention des journalistes. Et c'est vrai qu'on a des projets quand même assez importants qu'on a mis en place cette année. Et c'est vrai qu'un école de journalisme, il doit y être un espèce de laboratoire, un lieu où il faut aussi réinventer les métiers des journalistes. Et dans ce sens-là, cette année, on a mis en place des nouveaux modules très importants, comme un module consacré au data journalisme. C'est une des écoles pionnières en France qui est en train de travailler, développer toutes les données qui sont accessibles aux citoyens, autant des données nationaux comme régionaux. Et les étudiants du Master 1, ils sont en train de travailler justement avec toute une équipe formée aussi également par des géographes, par des infographistes et avec des autres professions et métiers avec lesquels c'est nécessaire aussi pour travailler ce type de journalisme des précisions qui est très important, qui permet d'avoir une transparence aussi publique aux citoyens de toutes les exercices qui étaient menés par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un programme, un module très important. On est aussi en train de continuer notre expérience journalistique sur les terrains avec un journalisme de proximité. Toujours, et on a mis en place cette année un blog sur un quartier dans lequel il y a beaucoup d'enjeux, un quartier qui est en train de se transformer, le quartier de Saint-Michel, avec une nouvelle version aussi, une version print, donc avec un tabloïd qu'on est sorti un peu dans les modèles des Daily Mirror ou des Sun, et qui a été réparti, distribué aux habitants de ces quartiers, parce qu'on a considéré que c'est un quartier dans lequel
pas tous les habitants, ils ont un poste d'ordinateur, et ce serait bien aussi qu'ils puissent connaître la réalité, les portraits, les enjeux qu'il y a aussi par rapport au projet urbanistique qu'il y a dans les quartiers. Donc ça fait partie d'un autre projet, grand projet de l'école. Et également, c'est vrai que cette année, on a notre projet très ambitieux, toujours en regardant l'Europe. Donc on fait cette année une session à l'étranger avec les Master 1. On part, et cette fois-ci, on part à Barcelone avec un triple partenariat très ambitieux. Donc on part avec l'école de journalisme de Bilbao, avec lesquels on a travaillé l'année dernière. On part avec les étudiants du Master EITV, de cette télévision et site internet de la télévision basque à Barcelone. Et on a mis en place aussi un partenariat avec l'université de Ramon Llull de Barcelone et les étudiants du master de ces grands journaux qui est également la Vanguardia. Donc on va mettre en place une rédaction transnationale avec 3 écoles de journalisme pour mieux découvrir et cerner les enjeux aussi, la crise qu'il y a également et qui touche tout l'ensemble de l'Espagne, mais également aussi une région riche, comme c'est la région de la Catalogne, et tous les enjeux, notamment dans un prisme culturel. Et nous lui avons demandé de nous parler du profil parfait du journaliste européen. On considère que vraiment être journaliste et un journaliste de demain, il faut que vraiment il puisse être un journaliste de terrain, un journaliste qui vérifie, qui n'arrête pas de vérifier, un journaliste toujours très présent par rapport à la question éthique et déontologique aussi du métier. Et un journaliste aussi qui a envie aussi de faire un journalisme d'investigation. Donc on va essayer aussi de faire un pari que notre école, ce soit des écoles dans lesquelles on va essayer de mettre en place et renforcer tout l'enseignement aussi du journalisme d'investigation, puisqu'on considère que c'est aussi les futurs du journalisme, cette valeur rajoutée que personne d'autre, qu'un journaliste citoyen pourrait faire, et qui fait partie de la colonne vertébrale du métier. Et notre dernière question s'inscrit dans notre cycle sur la place de l'Europe dans les prochaines élections présidentielle. L'Europe, on parle d'une Europe plutôt fiscale, on parle d'une Europe par rapport à l'euro, à toutes des convergences et des questions économiques dans lesquelles on a l'impression que c'est Bruxelles qui dicte l'économie, qui a plus des marges de manœuvre. Et bon, c'est vrai que toutes ces questions elles sont importantes, mais aussi, et également, il ne faut pas laisser à côté, comme je disais tout à l'heure, cette Europe de demain, cet projet européen qu'on souhaite construire, et de parler comment on va les construire, de quelle manière, à quel type d'échange, avec quel type de modèle social. Également, je pense que ça devrait arriver à être dans un premier plan. Et c'est vrai que dans la campagne actuellement, bon, c'est vrai qu'il y a une crise qui est terrible en Europe. Quand on voit les chômages qui commencent à monter d'une manière trépidante aussi également en France, mais on voit les cas de l'Europe, qui est notre pays voisin du Sud, où il y a notamment un chômage des jeunes qui est vraiment très très inquiétant, où toute une génération des jeunes, les jeunes les plus formés, les mieux formés de la démocratie espagnole qui sont en train d'être sacrifiés. C'est quand même un peu dommage. Je crois qu'il faut parler aussi des politiques d'emploi, il faudra aussi parler des échanges. Ça s'est fait d'une manière un peu pas assez fédérée dans les différents pays européens pour s'aider et aider aussi à la jeunesse de demain, à construire cette Europe de demain ensemble, etc. Ça commence, je sais qu'en Espagne, il y a toute une vague des migrations qui commence à se mettre en place, complètement différente. Il s'agit cette fois-ci des cadres et des jeunes très bien formés et très bien qualifiés, avec des masters, avec des doctorats, qui sont en train de partir en Allemagne, il y a beaucoup. Mais je crois que tout ça, il faudra aussi d'organiser, prévoir aussi qu'est-ce qu'on propose aux jeunes de demain. Je crois que, en quelque part, la jeunesse, il est un peu oublié dans cette campagne, et notamment par rapport à l'Europe. Qu'est-ce qu'on propose pour eux? Je pense pas que ça va être les débats sur l'Europe qui va déclencher un vote vers tel ou tel candidat. Hélas, je pense pas. Enfin, il y a d'autres enjeux et d'autres inquiétudes. Si on voit que les thèmes, les sujets qui inquiètent les plus aux Français, c'est pas plutôt
voilà, c'est plutôt la crise, c'est les chômages, et c'est ce type de questions, s'ils vont payer plus d'impôts ou pas. Bon, malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas. On n'en parle pas, aucun candidat vraiment a fait un sujet majeur de sa campagne, ces thématiques-là. Ça, c'est une réalité qu'on peut constater, évidemment. Il y a d'autres sujets qui font partie de l'agenda politique, et celui-là, il est un peu... Donc soyons plus optimistes pour cette place de l'Europe dans les élections. Je suis sûre qu'elle sera décisive. C'est la fin de cette pause européenne. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h40. Et d'ici là, vous pouvez réécouter dès aujourd'hui l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Bordeaux et également sur le site de la Maison de l'Europe. Bonne semaine à tous.